Bonjour mes chers amis, les habitués de la chaîne de télévision vidéo La Voix de la Vérité. Aujourd'hui nous sommes le 6 septembre 2017 et je vais vous lire pour la énième fois le manifeste du Parti communiste 1847 et j'espère d'un seul trait, maximum en deux parties. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire des luttes des classes. Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres de jurons et compagnons, en un mot, oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené une guerre ininterrompue, tantôt une guerre dissimulée, tantôt une guerre qui finissait toujours soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la destruction des deux classes en lutte. Dans les premières époques historiques, nous constatons presque partout une organisation complète de la société en classes distinctes, une échelle graduée des conditions sociales. Dans la Rome antique, nous trouvons des patriciens, des chevaliers, des plébéiens, des esclaves. Au Moyen-Âge, des seigneurs, des vassaux, des maîtres de corporation, des compagnons, des serfs, et de plus, dans chacune de ces classes, une hiérarchie particulière. Donc, hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres de jurons et compagnons, en un mot, oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené une guerre ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée, qui se terminait soit par la transformation révolutionnaire des deux classes révolutionnaires, soit par la destruction des deux classes en lutte. La société bourgeoise moderne, élevée sur les ruines de la société féodale, n'a pas aboli les antagonismes de classe. Elle n'a fait que substituer de nouvelles classes, de nouvelles conditions d'oppression, de nouvelles formes de lutte à celles d'autrefois. Cependant, le caractère distinctif de notre époque, de l'époque de la bourgeoisie, est d'avoir simplifié les antagonismes de classe. La société se divise de plus en plus en deux vastes camps ennemis, en deux grandes classes, diamétralement opposées, la bourgeoisie et le prolétariat. La société bourgeoise moderne, élevée sur les ruines de la société féodale, n'a pas aboli les antagonismes de classe. Elle n'a fait que substituer de nouvelles classes, de nouvelles conditions d'oppression, de nouvelles formes de lutte à celles d'autrefois, avec un caractère distinctif. Cependant, le caractère distinctif de notre époque, de l'époque de la bourgeoisie, est d'avoir simplifié les antagonismes de classe. La société se divise en deux vastes camps ennemis, en deux grandes classes diamétralement opposées, la bourgeoisie et le prolétariat. Des serfs du Moyen-Âge naquirent les bourgeois, des premières agglomérations urbaines. De cette population municipale sortiront les premiers éléments de la bourgeoisie. La découverte de l'Amérique, la circumnavigation de l'Afrique offrirent à la bourgeoisie naissante un nouveau champ d'action. Les marchés des Indes orientales et de la Chine, la colonisation de l'Amérique, le commerce colonial, la multiplication des moyens d'échange et en général des marchandises donnèrent un essor jusqu'à inconnu au négoce, à la navigation, à l'industrie et assurèrent en conséquence un développement rapide à l'élément révolutionnaire de la société féodale en dissolution. Des serfs du Moyen-Âge naquirent donc des bourgeois. Les premières agglomérations urbaines de cette population municipale sortiront les premiers éléments de la bourgeoisie. Nous sommes donc à l'origine de la bourgeoisie. La découverte de l'Amérique, la circumnavigation de l'Afrique offrirent à la bourgeoisie naissante un nouveau champ d'action. Le marché de l'Inde orientale et de la Chine, la colonisation de l'Amérique, le commerce colonial, la multiplication des moyens d'échange et en général des marchandises donnèrent un essor jusqu'à inconnu au négoce, à la navigation, à l'industrie et assurèrent en conséquence un développement rapide à l'élément révolutionnaire de la société féodale en dissolution. L'ancien mode d'exploitation féodale ou corporatif de l'industrie ne suffisait plus aux besoins qui croissaient sans cesse.
cesse à mesure que s'ouvrirent de nouveaux marchés, la manufacture prit sa place, la moyenne bourgeoisie industrielle supplanta les maîtres de jurante, la division du travail entre les différentes corporations céda la place à la division du travail au sein de l'atelier lui-même, mais les marchés s'agrandissent sans cesse. La demande croissait toujours. La manufacture, à son tour, devint insuffisante. Alors la vapeur est la machine révolutionnaire de la production industrielle. La grande industrie moderne supplanta la manufacture. La moyenne bourgeoisie industrielle céda la place aux millionnaires de l'industrie, aux chefs de véritables armées industrielles, aux bourgeois modernes. L'ancien mode d'exploitation féodale ou corporatif de l'industrie ne suffisait plus aux besoins qui croissaient sans cesse à mesure que s'ouvraient de nouveaux marchés. La moyenne bourgeoisie industrielle supplanta les maîtres de jurante. La division du travail entre les différentes corporations céda la place à la division du travail au sein de l'atelier lui-même. La grande industrie a créé le marché mondial préparé par la découverte de l'Amérique. Le marché mondial accéléra prodigieusement le développement du commerce, de la navigation, des voies de communication. Ce développement réagit à son tour sur l'extension de l'industrie et au fur et à mesure que l'industrie, le commerce, la navigation, les chemins de fer se développaient, la bourgeoisie grandissait, décuplant ses capitaux et refoulant à l'arrière-plan les classes léguées par le Moyen-Âge. La bourgeoisie, nous le voyons, est elle-même le produit d'un long développement d'une série de révolutions dans le mode de production et les moyens de communication. La grande industrie a créé le marché mondial préparé par la découverte de l'Amérique. Création du marché mondial par la grande industrie. La grande industrie a créé le marché mondial préparé par la découverte de l'Amérique. Le marché mondial accéléra prodigieusement le développement du commerce, de la navigation, des voies de communication. Ce développement réagit à son tour sur l'extension de l'industrie. Et au fur et à mesure que l'industrie, le commerce, la navigation, les chemins de fer se développaient, la bourgeoisie grandissait, décuplant ses capitaux et refoulant à l'arrière-plan les classes léguées par le Moyen-Âge. Ce développement réagit à son tour sur l'extension de l'industrie. Et au fur et à mesure que l'industrie, le commerce, la navigation et les chemins de fer se développaient, la bourgeoisie grandissait, déculpant ses capitaux et refoulant à l'arrière-plan les classes léguées par le Moyen-Âge. À chaque étape de l'évolution que parcourait la bourgeoisie correspondait pour elle un progrès politique. Les classes opprimées par le despotisme féodal association armée s'administrant elle-même dans la commune. Ici, république urbaine indépendante, là le tiers est taillable et corviable de la monarchie, puis durant la période manufacturière, le contrepoids de la noblesse dans la monarchie féodale ou absolue, pierre angulaire des grandes monarchies, la bourgeoisie, depuis l'établissement de la grande industrie et du marché mondial, s'est finalement emparée de la souveraineté politique exclusive dans l'État représentatif moderne. Le gouvernement moderne n'est qu'un comité qui gère les affaires communes de la classe bourgeoise tout entière. La bourgeoisie a joué dans l'histoire un rôle éminemment révolutionnaire. Je répète donc, à chaque étape de l'évolution que parcourait la bourgeoisie correspondait pour elle un progrès politique. Classe opprimée par le despotisme féodal, association armée s'administrant elle-même dans la commune, ici république urbaine indépendante, là le tiers est taillable et corviable de la monarchie, puis durant la période manufacturière, contrepoids de la noblesse dans la monarchie féodale ou absolue, pierre angulaire des grandes monarchies. La bourgeoisie, depuis l'établissement de la grande industrie et du marché mondial, s'est finalement emparée de la souveraineté politique exclusive dans l'État représentatif moderne.
Le gouvernement moderne n'est qu'un comité qui gère les affaires communes de la classe bourgeoise tout entière. La bourgeoisie a joué dans l'histoire un rôle éminemment révolutionnaire. Le mécanisme de l'enrichissement de la bourgeoisie et son agrandissement. La grande industrie a créé le marché mondial préparé par la découverte de l'Amérique. Le marché mondial accélérera prodigieusement le développement du commerce, de la navigation, des voies de communication. Ce développement réagit à son tour sur l'extension de l'industrie et au fur et à mesure que l'industrie, le commerce, la navigation, les chemins de fer se développaient, la bourgeoisie grandissait, déculpant ses capitaux et refoulant à l'arrière-plan les classes léguées par le Moyen-Âge. Partout, elle a conquis le pouvoir, elle a foulé aux pieds les relations féodales, patriarcales et idylliques. Tous les liens complexes et variés qui unissaient l'homme féodal à ses supérieurs naturels, elle les a brisés sans pitié, pour ne laisser subsister d'autres liens entre homme et homme que le froid intérêt des dures exigences du paiement au comptant. Elle a noyé les frissons sacrés de l'extase religieuse, de l'enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalité petite bourgeoise dans les eaux glacées du calcul égoïste. Elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur d'échange. Les eaux glacées, elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur d'échange. Elle a substitué aux nombreuses libertés si chèrement conquises l'unique et impitoyable liberté de commerce. Partout, elle a conquis le pouvoir, elle a foulé aux pieds les relations féodales, patriarcales et idylliques. Tous les liens complexes et variés qui unissaient l'homme féodal à ses supérieurs naturels, elle les a brisés sans pitié, pour ne laisser subsister d'autres liens entre l'homme et l'homme que le froid intérêt des dures exigences du paiement au comptant. En un mot, à la place de l'exploitation que masquaient les illusions religieuses et politiques, elle a mis une exploitation ouverte, éhontée, directe et brutale. La bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les activités qui passaient jusqu'à là pour vénérables et qu'on considérait avec un saint respect. Le médecin, le juriste, le prêtre, le poète, le savant, elle en a fait des salariés à ses gages. La bourgeoisie a déchiré le voile de la sentimentalité qui recouvrait les relations de famille et elle les a réduites à n'être que de simples rapports d'argent. En un mot, à la place de l'exploitation que masquaient les illusions religieuses et politiques, elle a mis une exploitation ouverte, éhontée, directe et brutale. La bourgeoisie a révélé comment la brutale manifestation de la force au Moyen-Âge, si admirée de la réaction, trouva son complément naturel dans la paresse la plus crasse. C'est elle qui, la première, a fait voir ce dont est capable l'activité humaine. Elle a créé de toute autre merveille que les pyramides d'Égypte, les aqueducs romains, les cathédrales gothiques. Elle a mené à bien toute autre expédition que les invasions et les croisades. La bourgeoisie ne peut exister sans se révolutionner constamment. Les instruments de production, ce qui veut dire les rapports de production, c'est-à-dire l'ensemble des rapports sociaux. Le maintien sans changement de l'ancien mode de production était au contraire pour toutes les classes industrielles antérieures la condition première de leur existence. Ce bouleversement continuel de la production, ce constant ébranlement de tout le système social, cette agitation et cette insécurité perpétuelle distinguent l'époque bourgeoise de toutes les précédentes. Tous les rapports sociaux figés et couverts de rouille, avec leur cortège de conceptions et d'idées antiques et vénérables, se dissolvent. Ceux qui le remplacent vieillissent avant d'avoir pu s'ossifier. Tout ce qui avait solidité et permanence s'en va en fumée, tout ce qui était sacré et profané, et tous les hommes sont forcés enfin d'envisager leurs conditions d'existence et leurs rapports réciproques avec des yeux désabusés.
Poussée par le besoin de débouchés toujours nouveaux, la bourgeoisie envahit le globe entier. Il lui faut s'implanter partout, exploiter partout, établir partout des relations. Par l'exploitation du marché mondial, la bourgeoisie donne un caractère cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays. Au grand désespoir des réactionnaires, elle a enlevé à l'industrie sa base nationale. Les vieilles industries nationales ont été détruites et ils sont encore chaque jour. Elles sont supplantées par de nouvelles industries, dont l'adoption de vin devient une question de vie ou de mort pour toutes les nations civilisées. Industries qui n'emploient plus de matières premières indigènes, mais des matières premières venues des régions les plus lointaines, et dont les produits se consomment non seulement dans le pays lui-même, mais dans toutes les parties du globe. À la place des anciens besoins satisfaits par des produits nationaux, naissent des besoins nouveaux réclamant pour leur satisfaction des produits des contrées et des climats les plus lointains. À la place de l'ancien isolement des provinces et des nations, se suffisant à eux-mêmes, ce développement des relations universelles, une interdépendance universelle des relations, et ce qui est vrai de la production matérielle ne l'est plus des productions de l'esprit et des œuvres intellectuelles d'une nation ils deviennent la propriété commune de toutes. L'étroitesse et l'exclusivisme nationaux deviennent du jour au jour plus impossibles et de la multiplicité des littératures nationales et locales naît une littérature universelle par le rapide perfectionnement des instruments de production et l'amélioration infinie des moyens de communication. La bourgeoisie entraîne dans le courant de la civilisation jusqu'aux nations les plus barbares. Le bon marché de ces produits, et la grosse artillerie qui bat en brèche toutes les murailles de Chine et contraint à la capitulation. Les barbares les plus opiniâtrement hostiles aux étrangers sous peine de mort. Elle force toutes les nations à adopter le mode bourgeois de production. Elle les force à introduire chez elles la prétendue civilisation, c'est-à-dire devenir bourgeois. En un mot, elle se façonne un monde à son image. La bourgeoisie a soumis la campagne à la ville, elle a créé d'énormes cités, elle a prodigieusement augmenté la population des villes par rapport à celle des campagnes. Et par elle, elle a arraché une grande partie de la population à l'abrutissement de la vie des champs. De même, elle a soumis la campagne à la ville, les pays barbares ou demi-barbares aux pays civilisés. Elle a subordonné les peuples de paysans au peuple bourgeois, l'Orient à l'Occident. La bourgeoisie supprime de plus en plus l'émiettement des moyens de production, de la propriété de la population. Elle a aggloméré la population, centralisé les moyens de production et concentré la propriété dans un petit nombre de mains. La conséquence totale de ces changements a été la centralisation politique. Des provinces indépendantes tout juste fédérées entre elles, ayant intérêt des lois et des gouvernements, des tarifs douaniers différents ont été réunis en une seule nation avec un seul gouvernement, une seule loi, un seul intérêt national de classe, derrière un seul cordon douanier. La bourgeoisie, au cours de sa domination de classe, à peine séculaire, a créé des forces productives plus nombreuses et plus colossales que l'avaient fait toutes les générations passées prises ensemble. La domestication des forces de la nature, les machines, l'application de la chimie à l'industrie et à l'agriculture, la navigation à vapeur, les chemins de fer, les télégraphes électriques, le défrichement des continents entiers, la régulation des fleuves, des populations entières jaillit du sol. Quel siècle antérieur aurait soupçonné que les pareilles forces productives dorment au sein du travail social? Voilà donc ce que nous avons vu, les moyens de production et d'échange sur la base desquels s'est édifiée la bourgeoisie, furent créés à l'intérieur de la société féodale. À un certain degré de développement
de ses moyens de production et d'échange, les conditions dans lesquelles la société féodale produisait et échangeait, échangeait. L'organisation féodale de l'agriculture et de la manufacture, en un mot, le régime féodal de propriété, cessèrent de correspondre aux forces productives en plein développement. Ils entravaient la production au lieu de la faire progresser. Ils se transfèrent en autant de chaînes, il fallait les briser, on les brisa. À la place s'éleva la libre concurrence avec une constitution sociale et politique appropriée, avec la suprématie économique et politique de la classe bourgeoise. Nous assistons aujourd'hui à un processus analogue, les conditions bourgeoises de production et d'échange, le régime bourgeois de la propriété, la société bourgeoise moderne qui a fait surgir de si puissants moyens de production et d'échange, ressembler au magicien qui ne sait plus dominer les puissances infernales qu'il a évoquées. Depuis des dizaines d'années, l'histoire de l'industrie et du commerce n'est autre chose que l'histoire de la révolte des forces productives modernes contre les rapports modernes de production, contre le régime de propriété qui conditionne l'existence de la bourgeoisie et sa domination. Il suffit de mentionner les crises commerciales qui, par leur retour périodique, menacent de plus en plus l'existence de la société bourgeoise. Chaque crise détruit régulièrement non seulement une masse de produits déjà créés, mais encore une grande partie des forces productives déjà existantes elles-mêmes. Une épidémie qui, à toute autre époque, eût semblé une absurdité, s'abat sur la société, l'épidémie de la surproduction. La société se trouve subitement ramenée à un état de barbarie momentanée. On dirait qu'il y a une famine, une guerre d'extermination, une guerre d'extermination lui ont coupé tous les moyens de subsistance. L'industrie et le commerce semblent anéantis. Et pourquoi? Parce que la société a trop de civilisation, trop de moyens de subsistance, trop d'industrie, trop de commerce. Les forces productives dont elles disposent ne favorisent plus le régime de la propriété bourgeoise. Au contraire, elles sont devenues trop puissantes pour ce régime qui alors leur fait obstacle. Et toutes les fois que les forces productives sociales triomphent de cet obstacle, elles précipitent dans le désordre la société bourgeoise tout entière et menacent l'existence de la propriété bourgeoise. Le système bourgeois est devenu trop étroit pour contenir les richesses créées dans son sein. Comment la bourgeoisie surmonte-t-elle ces crises? D'un côté, au détriment de la violence d'une masse de forces productives, de l'autre, en conséquence de nouveaux marchés et en exploitant plus à fond les anciens. À quoi cela aboutit-il? À préparer des crises plus générales et plus formidables et à diminuer les moyens de les prévenir. Les armes dont la bourgeoisie s'est servie pour combattre la féodalité se retournent aujourd'hui contre elle, contre la bourgeoisie elle-même. Mais la bourgeoisie n'a pas seulement forgé des armes qui la mettront à mort, elle a produit aussi des hommes qui manieront ces armes, les ouvriers modernes, les prolétaires. À mesure que grandit la bourgeoisie, c'est-à-dire le capital, se développe aussi le prolétariat, la classe des ouvriers modernes qui ne vivent qu'à condition de trouver du travail, qui n'en trouvent pas si leur travail accroît le capital. Ces ouvriers contraints de se vendre au jour le jour sont une marchandise, un article de commerce comme un autre. Ils sont exposés par conséquent à toutes les vicissitudes de la concurrence et à toutes les fluctuations du marché. Le développement du machinisme et la division du travail en faisant perdre au travail le travail de l'ouvrier.
Tout caractère d'autonomie lui en fait perdre tout attrait. Le producteur devint un simple accessoire de la machine. On exige de lui que l'opération la plus simple, la plus monotone, la plus vite apprise. Par conséquent, ce que coûte l'ouvrier se réduit à peu de choses près au coût de ce qu'il lui faut pour s'entretenir et perpétuer sa descendance. Or, le prix du travail, comme celui de toute marchandise, est égal à son coût de production. Donc, plus le travail devint répugnant, plus les salaires baissent, bien plus la somme de labeur s'accroît avec le développement du machinisme et la division du travail, soit par l'augmentation des heures ouvrables, soit par l'augmentation du travail exigé dans un temps donné, l'accélération du mouvement des machines. L'industrie moderne a fait du petit atelier du maître artisan patriarcal la grande fabrique du capitalisme industriel. Des masses d'ouvriers entassés dans la fabrique sont organisés militairement. Simples soldats de l'industrie, ils sont placés sous la surveillance d'une hiérarchie complète de sous-officiers et d'officiers. Ils ne sont pas seulement des esclaves de la classe bourgeoise, de l'État bourgeois, mais encore chaque jour, à chaque heure, des esclaves de la machine, du contremaître et surtout du bourgeois fabricant lui-même. Plus ce despotisme proclame ouvertement le profit comme son but unique, puisqu'il devient mesquin, odieux, exaspérant. Moins le travail exige l'habileté de force, c'est-à-dire plus l'industrie moderne progresse et plus le travail des hommes est supplanté par celui des femmes et des enfants. La distinction d'âge et de sexe n'ont plus d'importance sociale pour la classe ouvrière. Il n'y a plus que les instruments de travail dont le coût varie suivant l'âge et le sexe. Une fois que l'ouvrier a subi l'exploitation du fabricant et qu'on lui a compté son salaire, il devient la proie d'autres membres de la bourgeoisie, du propriétaire, du détaillant, du prêteur sur gage, etc. Petite industrie, marchands et rentiers, artisans et paysans, tout l'échelon inférieur des classes moyennes de jadis tombe dans le prolétariat, d'une part parce que leurs faibles capitaux ne leur permettent plus d'employer des procédés de la grande industrie. Ils succombent dans leur concurrence avec des grands capitalistes, d'autre part parce que leur habilité technique est dépréciée par les méthodes nouvelles de production, de sorte que le prolétariat se recrute dans toutes les classes de la population. Le prolétariat passe par différentes phases d'évolution. Sa lutte contre la bourgeoisie commence avec son existence même. La lutte est engagée d'abord par les ouvriers isolés, ensuite par les ouvriers de même fabrique, enfin par les ouvriers d'une même branche d'industrie, dans une même localité, contre le bourgeois qui les exploite directement. Il ne dirige pas seulement leur attaque contre les rapports bourgeois de production, il les dirige contre les instruments de production eux-mêmes. Ils détruisent les marchandises étrangères qui leur font concurrence, brisent les machines, brûlent les fabriques et s'efforcent de conquérir la position perdue de l'artisan du Moyen-Âge. À ce stade, le prolétariat forme une masse disséminée à travers le pays et émiettée par la concurrence. S'il arrive que les ouvriers se soutiennent par l'action de masse, ce n'est pas encore là. Pas encore là le résultat de leur propre union, mais de celle de la bourgeoisie qui pour atteindre ses fins politiques propres, doit mettre en branle le prolétariat tout entier et qui possède encore provisoirement le pouvoir de le faire. Durant cette phase, le prolétariat ne combat donc pas leurs propres ennemis, mais les ennemis de leurs ennemis, c'est-à-dire les vestiges de la monarchie absolue, propriétaires fonciers, bourgeois non industriels, petits bourgeois. Tous les mouvements historiques et de la sorte concentrés entre les mains de la bourgeoisie. Toute victoire remportée dans ces conditions est une victoire bourgeoise.
Or, le développement de l'industrie non seulement accroît le nombre de prolétaires, mais les concentre en masse de plus en plus considérable. La force des prolétaires augmente et ils en prennent mieux conscience. Les intérêts, les conditions d'existence au sein du prolétariat s'égalisent de plus en plus à mesure que la machine efface toute différence dans le travail et réduit presque partout le salaire à un niveau également bas. Par suite de la concurrence croissante des bourgeois entre eux et des crises commerciales qui en résultent, les salaires deviennent de plus en plus instables, le perfectionnement constant et toujours plus rapide que de la machine rend la condition de l'ouvrier de plus en plus précaire. Les collisions individuelles entre ouvriers et bourgeois prennent de plus en plus le caractère de coalition entre deux classes. Les ouvriers commencent par former des coalitions contre les bourgeois pour la défense de leur salaire. Ils vont jusqu'à constituer des associations permanentes pour être prêts en vue de rébellions éventuelles. C'est à ça et là, la lutte éclate en émeute. Parfois, les ouvriers triomphent, mais c'est un triomphe éphémère. Le résultat véritable de leur lutte est moins le succès immédiat que l'union grandissante des travailleurs. Cette union est facilitée par l'accroissement des moyens de communication qui sont créés par une grande industrie et qui permettent aux ouvriers de localités différentes de prendre contact. Or, il suffit de cette prise de contact pour centraliser de nombreuses luttes locales qui, partout, revêtent le même caractère en une lutte nationale, en une lutte de classe. Mais toute lutte de classe est une lutte politique et l'union que les bourgeois au Moyen-Âge mettaient des siècles à établir avec leurs chemins vicinaux, les prolétaires modernes les réalisent en quelques années grâce au chemin de fer. Cette organisation du prolétariat en classe est donc en partie politique et sans cesse détruite de nouveau par la concurrence que se font les ouvriers entre eux. Mais elle renaît toujours et toujours plus forte, plus ferme et plus puissante. Elle profite des dissensions intestines de la bourgeoisie pour l'obliger à reconnaître sous forme de loi certains intérêts de la classe ouvrière, par exemple le bill de 10 heures en Angleterre. En général, les coalitions qui se produisent dans la vieille société favorisent de diverses manières le développement du prolétariat. La bourgeoisie vit dans un état de guerre perpétuelle, d'abord contre l'aristocratie, puis contre ces fractions de la bourgeoisie, même dans les intérêts entrent en conflit avec le progrès de l'industrie, et toujours enfin contre la bourgeoisie de tous les pays étrangers. Dans toutes ces luttes, elle se voit obligée de faire appel au prolétariat, de revendiquer son aide et de l'entraîner ainsi dans le mouvement politique, si bien que la bourgeoisie fournit au prolétariat des éléments de sa propre éducation, c'est-à-dire les armes contre elle-même. De plus, ainsi que nous venons de le voir, les fractions entières de la classe dominante sont par le progrès de l'industrie précipitées dans le prolétariat, ou sont menacées tout au moins dans leurs conditions d'existence. Elles aussi apportent au prolétariat une foule d'éléments d'éducation. Enfin, au moment où la lutte des classes approche à l'heure décisive, le processus de décomposition de la classe dominante de la vieille société tout entière prend un caractère si violent et si âpre qu'une petite fraction de la classe dominante se détache de celle-ci et se rallie à la classe révolutionnaire, à la classe qui porte en elle-même l'avenir. De même que jadis une partie de la noblesse passa à la bourgeoisie, de nos jours une partie de la bourgeoisie passe au prolétariat, et notamment une partie des idéologues bourgeois qui se sont haussés jusqu'à la compréhension théorique de l'ensemble du mouvement historique, de toutes les classes qui à l'heure présente s'opposent à la bourgeoisie. Le prolétariat seul est une classe vraiment révolutionnaire. Les autres classes périclitent et périssent avec la grande industrie. Le prolétariat, au contraire, en est le produit le plus authentique.
les classes moyennes, petits fabricants, détaillants, artisans, paysans, tous combattent la bourgeoisie parce qu'elle est une menace pour leur existence en tant que classe moyenne. Elles ne sont donc pas révolutionnaires mais conservatrices, si bien qu'elles sont réactionnaires. Elles cherchent à faire tourner à l'envers la roue de l'histoire. Si elles sont révolutionnaires, c'est en considération de leur passage éminent au prolétariat. Elles défendent alors leur intérêt futur et non leur intérêt actuel. Elles abandonnent leur propre point de vue pour se placer à celui du prolétariat. Quant au lump prolétariat, ce produit passif de la pourriture des couches inférieures de la vieille société, il peut se trouver ça et là entraîné dans le mouvement par une révolution prolétarienne. Cependant, ses conditions de vie le disposent plutôt à se vendre à la réaction. Les conditions d'existence de la vieille société sont déjà détruites dans les conditions d'existence du prolétariat. Le prolétariat est sans propriété. Ses relations avec la femme et ses enfants n'ont rien de commun avec celles de la famille bourgeoise. Le travail industriel moderne, l'asservissement de l'ouvrier au capital, aussi bien en Angleterre qu'en France, en Amérique qu'en Allemagne, dépouille le prolétariat de tout caractère national. Les lois, la morale, la religion sont à ses yeux autant de préjugés bourgeois derrière lesquels se cachent autant d'intérêts bourgeois. Toutes les classes qui sont dans le passé se sont emparées du pouvoir essayent de consolider leur situation acquise en soumettant la société aux conditions qui leur assurent leur revenu propre. Le prolétariat ne peuvent se rendre maîtres des forces productives sociales qu'en abolissant leur propre mode d'appropriation. Aujourd'hui et par suite, tous les modes d'appropriation en vigueur jusqu'à nos jours, le prolétariat n'a rien à sauvegarder qui leur appartient. Ils ont à détruire toute garantie privée, toute sécurité privée antérieure. Tous les mouvements historiques ont été jusqu'à ici accomplis par des minorités au profit des minorités. Le mouvement prolétariat est le mouvement spontané de l'immense majorité au profit de l'immense majorité. Le prolétariat, couche inférieure de la société actuelle, ne peut se soulever, se redresser sans faire sauter toute la superstructure des couches qui constituent la société officielle. La lutte du prolétariat contre la bourgeoisie, bien qu'elle ne soit pas quant au fond une lutte nationale, elle revêt cependant tout d'abord la forme. Il va sans dire que le prolétariat de chaque pays doit finir avant tout avec sa propre bourgeoisie, en esquissant à grands traits des phases de développement, les phases du développement du prolétariat. Nous avons retracé l'histoire de la guerre civile, plus ou moins larvée, qui travaille la société actuelle jusqu'à l'heure où cette guerre éclate en révolution ouverte et où le prolétariat fonde sa domination par le renversement violent de la bourgeoisie. La lutte du prolétariat contre la bourgeoisie, bien qu'elle ne soit pas quant au fond une lutte nationale, en revêt cependant tout d'abord la forme. Il va sans dire que le prolétariat de chaque pays doit en finir avant tout avec sa propre bourgeoisie. Toutes les sociétés antérieures, nous l'avons vu, ont reposé sur l'antagonisme des classes oppressives et des classes opprimées. Mais pour opprimer une classe, il faut pouvoir lui garantir les conditions d'existence qui lui permettent au moins de vivre dans la servitude. Le serf, en plein sevrage, est parvenu à devenir membre d'une commune, de même que le petit bourgeois s'est élevé au rang de bourgeois sous les jougs de l'absolutisme féodal. L'ouvrier moderne, au contraire, loin de s'élever avec le progrès de l'industrie, descend toujours plus bas, au-dessus même des conditions de vie de sa propre classe.
Le travailleur devient un pauvre et le paupérisme s'accroît plus rapidement encore que la population et la richesse. Il est donc manifeste que la bourgeoisie est incapable de remplir plus longtemps son rôle de classe dirigeante et d'imposer à la société comme loi régulatrice les conditions d'existence de sa classe. Elle ne peut plus régner parce qu'elle est incapable d'assurer l'existence de son esclave dans le cadre de son esclavage, parce qu'elle est obligée de le laisser déchoir au point de devoir le nourrir au lieu de se faire nourrir par lui. La société ne peut plus vivre sous sa domination, ce qui revient à dire que l'existence de la bourgeoisie n'est plus compatible avec celle de la société. Avec celle de la société. L'existence et la domination de la classe bourgeoise ont pour condition essentielle l'accumulation de la richesse aux mains des particuliers, la formation et l'accroissement du capital. La condition d'existence du capital, c'est le salariat. Le salarial repose exclusivement sur la concurrence des ouvriers entre eux. Le progrès de l'industrie dont la bourgeoisie et l'agent sans volonté propre et sans résistance, substitue à l'isolement des ouvriers résultant de leur concurrence, leur union révolutionnaire par l'association. Ainsi, le développement de la grande industrie sape sous les pieds de la bourgeoisie le terrain même sur lequel elle a établi son système de production et d'appropriation. Avant tout, la bourgeoisie produit ses propres fossoyeurs, sa chute et la victoire du prolétariat sont également inévitables. Je vous remercie infiniment et j'ai bel et bien terminé la lecture du manifeste du Parti communiste 1847. Chemin faisant et lisant de A jusqu'à Z, je m'aperçois que c'est toujours contemporain, que la société ne s'étant pas débarrassée, dans certains pays du moins, non communistes et donc capitalistes, les pays occidentaux tels que par exemple la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les pays arabo-musulmans, et l'Afrique tout entière ne s'étant pas débarrassée de leur bourgeoisie. C'est l'annonce de la révolution prolétarienne qui pourra sauver tous ces peuples de la misère, du paupérisme, et de l'exploitation du capital, du pauvre ouvrier. Je vous remercie infiniment et j'ai bel et bien terminé d'un seul trait le manifeste du Parti communiste 1847.